أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez dans le monde. Ici votre sœur Oumma Amira. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui est la mienne. Storytelling, alors, pour ceux qui font le ramadan, bon ramadan, les autres, prenez votre verre d'eau, votre thé, installez-vous, on va raconter, je vais raconter l'histoire et vous allez écouter. C'est pour vous donner une idée de ce que peut être la vie quand on change de perspective. Ça veut dire quoi? Quand on change de lunettes. Par exemple, si vous mettez des lunettes noires, tout va être sombre. Vous allez vous sentir dans l'obscurité, comme si vous étiez complètement dans le noir en fait. Mais si vous changez de lunettes et que vous mettez des lunettes colorées, vous allez voir tout en couleur. Ce sera lumineux. Ce sera comme être au pays des merveilles. J'allais dire au pays des candies. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en tout cas, storytelling est... Juste avant de commencer, pour les nouveaux, bienvenue, je suis Oumma Amira, je vis en Suède, en Scandinavie, en Occident bien sûr. Je suis maman de 2 enfants, 6 et 7 ans bientôt, une petite fille et un petit garçon. Je suis mariée, je suis africaine, musulmane, ça se voit, hein? Ouais, oui. Et je raconte sur cette chaîne, en fait, et sur toutes mes plateformes, ma vie. Je conseille aussi l'être humain, que ce soit ma communauté africaine ou ma communauté somalienne, parce que je suis somalienne aussi, d'origine africaine. Du coup, je conseille, je motive et j'essaie de voir avec vous comment la vie peut être mieux gérée en fait. On sait tous que c'est très difficile, cette vie c'est difficile en fait, mais selon les lunettes qu'on met, on arrive à s'en sortir ou à se retrouver dans l'obscurité. Tout de suite, on commence. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie qui est la mienne. C'est quand je suis arrivée en Suède, il y a un peu plus de 8 ans de cela. Quand je suis arrivée, bien sûr, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous allez à l'immigration, vous allez vous enregistrer, vous allez raconter pourquoi vous êtes venu chez eux. Ensuite, vous demandez une carte de séjour pour vivre dans leur pays et s'installer et travailler et avoir une vie chez eux. Ensuite, l'immigration suédoise va décider en fait si c'est OK ou non. Quand moi je suis arrivée, c'était en 2017, fin 2017, et je me suis, il y avait en fait beaucoup de monde, beaucoup de monde qui sont rentrés en fait dans leur pays en ce temps-là. Il y avait beaucoup d'Érythréens, beaucoup de Syriens, c'était la pagaille en Suède et en fait la politique devenait plus dure, plus stricte, mais c'était un peu quand même mieux qu'aujourd'hui en 2025. Ensuite, ils ont enregistré mes coordonnées, les informations, et ils m'ont dit, madame, vous allez patienter et on va décider d'ici quelques temps, vous aurez des interviews, si on vous accorde, on va dire, le fait de vivre dans notre pays ou pas. J'ai dit d'accord, je suis partie. Et en fait, il s'est passé du temps. J'ai commencé à être frustrée, à me sentir pourquoi m'infliger tout ça? Je me disais, alors je me suis beaucoup tapé sur les mains, j'ai beaucoup demandé à Dieu pourquoi encore et toujours faire les mêmes choses, parce que j'ai l'impression que j'ai vécu en fait plusieurs vies dans ma vie, alors que je suis jeune.
Je ne sais pas si c'est mon côté nomade, parce qu'il faut savoir que en tant que Somalienne, on est à la base de nomades. Les 5 Somalies, parce qu'on est 5 pays et 5 Somalies, mais c'est la même identité ethnique, la même langue, la même religion qui est l'islam. Et en fait, c'est dans nos gènes. On ne peut pas s'empêcher d'aller découvrir le monde et aller voyager en fait. Voilà. Et c'est dans mon sang. Et j'ai demandé à Dieu, mais comment ça se fait? Pourquoi? Peut-être que je devrais retourner chez moi. Alors, je discute avec ma famille. Ma famille, bien sûr, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien ici pour toi. Reste là où tu es, persévère. Alors, après beaucoup de questionnements, beaucoup de pleurs, parce que je me suis en fait rendu compte que la Suède m'a rendu en fait très proche de Dieu. Parce que quand vous venez ici en Suède, c'est pas comme dans d'autres pays. La Suède, elle a une façon, en fait, les gens ont une façon de vivre. Ça veut dire quoi? En plus, si vous attendez les papiers de l'immigration, avant, maintenant, ils ont un peu fermé un peu partout dans le pays. Avant, il y avait des camps. Bien sûr, vous allez vous retrouver, en attendant en fait le résultat, vous allez vous retrouver soit dans le camp à vivre, le temps qu'il décide de votre cas, soit vous prenez une adresse de votre famille, de vos amis, si vous avez de la famille ici en Suède ou des amis. Mais moi, malgré que je connaissais des amis et de la famille éloignés, j'ai décidé en fait, vu que je suis courageuse, je me suis dit, pourquoi rester chez quelqu'un? Tu vas te chercher. Tu vas te chercher, tu es venu avec tes propres pieds, tu vas faire la procédure comme il se doit et tu vas aller dans le camp. Du coup, après l'enregistrement, c'était à Stockholm, à la capitale, et ensuite, j'ai passé 3-4 jours à l'hôtel. Ensuite, je suis allée directement au camp. Ils m'ont envoyé en fait une adresse que j'ai récupérée à l'immigration à Stockholm, et je devais aller dans le nord. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans le nord, mais pas là où je vis. Du coup, j'ai pris le train. Ensuite, il y avait un taxi qui m'attendait à l'immigration de ma destination, là où mon train s'arrêtait en fait. Je suis allée en fait du train jusqu'au bureau de l'immigration. C'était à Kramfors, ça s'appelle. Il y avait en fait même pas 5 minutes à pied en descendant. Bien sûr, c'était l'hiver, au mois de décembre, tout était gelé, il faisait froid, ça neigeait, et du coup, je suis allée à l'immigration, en fait, et ils m'ont oublié. Ils devaient, en fait, m'envoyer quelqu'un, mais ils m'ont oublié. Et en sortant de mon train, j'ai vu des gens qui me ressemblent. Des jeunes filles, je dirais adolescentes qui sortaient de l'école. Il était vers 15h, 16h de l'après-midi. Mais 15h, 16h de l'après-midi, en Suède, en mois de décembre, il fait sombre quasiment. Et j'ai dit, écoute, allez, et j'ai parlé dans ma langue somalienne. J'ai dit, est-ce que vous me comprenez? Et bien sûr, je ne parlais pas le suédois dans ce temps-là. Et ils m'ont dit, oui, ma soeur, on te comprend. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit l'immigration. Ils m'ont dit, viens, on va t'amener. Comme quoi, vraiment, rencontrer des personnes qui vous ressemblent en Occident, ailleurs, ça sauve la vie parfois. Du coup, j'ai suivi les 2 jeunes filles et ils m'ont ramené, et c'était pas loin du train, de la gare. Et quand je suis rentrée et j'ai dit que voilà, je m'appelais telle et que je viens de Stockholm, de l'immigration, ils m'ont dit « Ah, oh, désolé, on vous a oublié, normalement on devrait vous envoyer quelqu'un à la gare. » Et j'ai dit « C'est pas grave, j'ai trouvé des jeunes filles gentilles qui m'ont aidé à venir. » Ils m'ont dit « D'accord, il n'y a pas de problème, on va vous booker un taxi. » Et j'ai dit « Mais pourquoi un taxi ?» Ils m'ont dit « Mais ce ne sera pas ici là où vous allez vivre, le camp
se trouve à une heure, un truc comme ça. J'ai dit d'accord, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est l'aventure, tu suis. J'étais toute excitée, j'ai dit d'accord, on va y aller. J'ai remercié les deux jeunes filles et ils m'ont souhaité bonne chance. Ils sont repartis et du coup j'ai attendu mon taxi qui est arrivé. Le taximan était un homme d'origine finlandaise, de la Finlande, mais qui vivait depuis une vingtaine d'années en Suède, qui se sentait suédois. On a discuté dans le taxi pendant mon trajet et il m'a déposé dans mon camp de réfugiés c'était un endroit qui s'appelait Undrum. De là où je vis actuellement, on va dire, c'est à 2 heures d'ici, à peu près, enfin 1h40. C'était un petit village très sympathique et le camp était en fait immense. Mais j'avais beaucoup de préoccupations. Je me disais, mais c'est quoi? Tu n'as jamais vécu dans un camp, qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'aventure. On est tout excité et on va y aller. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée, j'avais pas une grande valise, j'avais un sac à dos avec 2-3 affaires et en fait, je m'étais organisée pour mon voyage et tout en fait. Du coup, je suis arrivée au camp, on m'a accueilli, il y avait un Syrien, il y avait quelques d'autres nationalités aussi qui travaillaient dans le camp et ils m'ont accueilli, il y avait beaucoup de monde, il y avait des femmes, des enfants, des familles, des époux en fait, des hommes et des femmes qui sont mariés, en fait il y avait plein de familles, plein de monde et de toutes les nationalités, il y avait des Érythréens, il y avait des Syriens, il y avait des Marocains, mais ils n'étaient pas beaucoup, que des garçons d'ailleurs, il y avait un Égyptien, il y avait une Égyptienne mais qui était mariée avec un Syrien, il y avait aussi en fait des Somaliens, il n'y en avait pas. J'étais la seule Somalienne. Il y avait de tous les pays. Du coup, je me suis retrouvée là. Ils m'ont accueilli, ils m'ont montré, voilà, là c'est le restaurant, là c'est une sorte d'un grand salon en fait, plusieurs salons où vous pouvez regarder la télé, etc. En fait, c'est des maisons séparées et ils m'ont montré mon logement. J'hallucinais, c'était comme une chambre d'hôtel en fait. C'est des grandes maisons. Quand tu rentres, il y a le couloir et dans chaque maison, il y avait 5-6 chambres, un truc comme ça. Et il y avait des maisons comme ça, plusieurs grandes maisons comme ça dans ce camp. Et au-dessus du restaurant, par contre, il y avait un étage et il y avait plein de chambres. Mais moi, j'étais dans les maisons d'en face et quand ils ont ouvert, ils m'ont accompagné, ils ont ouvert ma chambre, c'était une grande chambre. Il y avait un lit, il y avait deux lits, mais ils m'ont dit, on peut l'enlever celui-là. J'ai dit, d'accord, comme ça va vous faire du place. J'ai dit, merci beaucoup au monsieur qui travaillait là. Ils ont retiré un lit et il y avait en fait une douche, une salle de bain dans la chambre. C'était carrément incroyable. C'était comme une chambre d'hôtel en fait. Une grande pièce avec mon lit et tout ce que j'avais besoin, les draps, les couvertures, tout. Et il y avait aussi une salle de bain à l'intérieur. Et ils m'ont donné ma clé, ils m'ont dit voilà, de telle heure à telle heure le matin, vous pouvez venir au restaurant prendre votre petit déjeuner, vous pouvez le manger au restaurant, vous pouvez le ramener aussi si vous voulez dans votre chambre et manger dans votre chambre. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là et voilà, bienvenue. Mais j'étais choquée, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ça? Moi, en fait, j'étais inquiète parce que dans les films, quand on regarde, on voit des trucs trop bizarres. Et il y a aussi des histoires que j'ai entendues parce que les gens ont tendance, en fait, à créer trop des problèmes dans le cerveau des autres. Je sais pas. Les amis, expliquez-moi pourquoi quand vous racontez quelqu'un qui va aller quelque part, vous le racontez souvent que le pire chose qui peut se passer
Et pourtant, c'est pas ça qui se passe. En général, il se passe pas grand-chose. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais, mais waouh. J'ai dit d'accord. Mais j'avais foi. J'avais foi, je me disais, c'est une nouvelle vie, tu vas t'adapter, tu es une guerrière et on y va. Je me suis installée tranquillement, ils m'ont ramené ce dont j'avais besoin, de verres pour boire l'eau, ils m'ont amené des savons, des serviettes pour la salle de bain, voilà, tout ce dont j'avais besoin. Je me suis installée tranquillement et en fait, du coup, l'attente a commencé. L'attente. Parce qu'en fait, l'immigration prend du temps. Avant, ça prenait du temps. Aujourd'hui, c'est peut-être même encore pire. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, il ne se passe pas grand-chose, je ne comprends pas, du coup, j'étais trop concentrée sur ça. Alors, en passant, je discutais, je me suis fait quelques amis, il y avait une dame assez âgée qui était irakienne de l'Irak, de Saddam Hussein, du pays de Saddam Hussein, qui pouvait être en fait ma grand-mère, mais elle était très gentille et du coup, vu que je parle l'arabe, quand je suis arrivée, je parlais l'arabe littéraire, mais en sortant de là, je parlais tous les dialectes qui existent dans la langue arabe. Je parlais égyptien, je parlais marocain, je parlais syrien, en fait, un cocktail. Au jour d'aujourd'hui, quand je parle, en fait, tout le monde peut me comprendre. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps passe et en fait, on voit toutes les mauvaises et les bonnes. Alors, il y en a, ils arrivaient à avoir en fait des papiers, d'autres pas, de refus, ils doivent quitter le pays. En fait, c'était tout un cinéma. C'était un feuilleton dans un camp. Dans les commentaires, dites-moi ceux qui ont passé dans un camp de réfugiés. Quelle était votre expérience? Pour moi, ça a été en fait en 2000, ça a commencé en 2017 et en 2017 jusqu'en 2018, c'était comme ça, c'était des vagues d'émotions en fait. Deux fois, on était très triste parce que ils refusaient à certaines personnes, ils devaient quitter le pays. D'autres étaient très heureux, on les accueillait et du coup on passait à faire des projets en fait dans notre univers de camp et c'est comme un camp de vacances d'ailleurs, hein. C'est la même chose. Alors quand on discutait alors qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir l'autorisation de vivre ici? Alors, chacun disait, moi, je veux aller étudier, moi, je veux faire ceci, moi, je veux faire cela, etc., etc. Et en fait, si tu n'es pas mineur, tu n'avais pas le droit d'aller étudier à l'école pour apprendre la langue suédoise, qui est l'école SFI, pour ceux qui savent. Écrivez-moi dans le commentaire. Mais en fait, c'est que les adultes, ils n'avaient pas droit. Ils devaient attendre en fait d'obtenir les papiers, ensuite de commencer l'école suédoise. Et genre, en fait, à un moment donné, ça m'a stressée, j'étais trop stressée et je me disais, mais pourquoi tout ça? Pourquoi s'affliger tout ça? Et c'est le petit diable qui vous parle. Pourquoi faire ça? Pourquoi tu viens d'ailleurs, etc. Autant retourner chez soi, autant faire ceci. Mais après, tu te réveilles, tu te dis, non, je suis venu faire quelque chose ici, chercher des opportunités. Non, je n'abandonnerai pas. Et d'ailleurs, je vous conseille de ne jamais abandonner. Ensuite, j'ai rencontré des amis en fait en ville, parce que le village se trouvait à 20 minutes de la ville, qui était la ville de Sollefteå, et j'ai rencontré d'autres Somaliens en fait. Il y avait toute une communauté, ils n'étaient pas une grosse communauté dans cette ville, mais une communauté quand même. Du coup, j'ai rencontré les miens, hein, des Somaliens, des jeunes femmes, ils étaient tous en fait étudiantes, parce qu'ils avaient en fait les papiers, ils vivaient depuis 2-3 ans sur le sol dans le pays en fait. Alors ils
m'ont dit, écoute, te prends pas la tête, il faut pas trop te stresser, viens, on va vivre nos vies. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je rencontrais mon mari. Et mon mari, c'est un Somalien aussi, je l'ai rencontré complètement par hasard dans une fête. Un jour, j'ai une amie à moi qui me dit, j'ai des amis qui sont venus d'une autre ville, de la ville de Sandisval. C'est la deuxième plus grande ville du nord de la Suède, en fait. Sandesval, ces deux amis sont venus me voir et je vais les accompagner à une fête. Vu que tu n'as rien à faire, au lieu de stresser dans ta chambre, dans le camp, viens avec nous à cette fête et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai dit, ok. En fait, j'ai fait le pour et le contre. Elle est stressée, hein, et elle me posait des questions, qu'est-ce qui va se passer pour mon cas, ou aller respirer et rencontrer ma communauté et penser à autre chose. J'ai dit d'accord, je viens. Du coup, on a pris une voiture et moi, la copine et ses deux copines à elle qui sont de cette grande ville, on est allé à cette grande ville à Sandisval. On est allé dans un appartement magnifique, gigantesque. Il y avait une fête pas possible. Quasiment, en fait, tout le monde était de ma communauté. J'étais très contente. Et en fait, c'est dans cette fête que j'ai rencontré mon mari. Il était assis à un coin, on aurait dit à l'étranger. Mais c'était pas à l'étranger. Et quand à un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi cette personne est toujours, ce jeune homme toujours assis dans un coin, à quoi il réfléchit? et ils m'ont dit, non, il doit être un peu timide, mais en tout cas, voilà. Et on est chez lui. Et j'ai dit, chez lui? Oui, j'aurais dit qu'il est, comment ça s'appelle? Qui c'était un invité. Non, non. En fait, la fête se passait chez lui. Ensuite, on a discuté à un moment donné, et après la fête c'est fini, et on a fini par rentrer. Et en fait, c'est comme ça qu'on a échangé nos coordonnées. Vu qu'on vivait à 3 heures l'un de l'autre, on parlait au téléphone et à un moment donné, moi je me suis dit, tu es seule, parce que mon mari, il était seul aussi. Mais il avait en fait tout ce dont il avait besoin, il avait ses papiers, il étudiait en ce temps-là et voilà, sa vie en fait avait pris le bon train et moi, mon train, il était en stand-by. À un moment donné, on discute et j'ai dit, ok, d'accord, je te plais, d'accord, tu me plais, mais ça ne change rien, on ne va pas se fréquenter. Soit on se marie parce qu'il y a trop de dangers, parce qu'on est des musulmans, et moi, je n'ai pas envie de faire des bêtises. Des bêtises, j'en ai fait dans ma vie. Là, je suis proche de Dieu, je me suis restructurée, ma vie va dans un sens, et je respecte Dieu et ce qu'il a décrété. Une femme et un homme ne peuvent pas se rapprocher s'ils ne se marient pas. D'accord. Il a dit d'accord. Je dis écoute, c'était un ultimatum et j'étais claire là-dessus. Soit on se mariait, soit c'était, voilà, cette relation téléphonique, etc., va s'arrêter, point à la ligne. Et j'étais très claire. À un moment donné, il a réfléchi, il est revenu me voir. Enfin, il n'est pas venu me voir, il m'a appelé. Un soir, il m'a dit d'accord, je veux rencontrer ta famille. J'ai donné le coordonnées. Il a appelé mes parents, mon frère, et ils ont discuté. Il a dit voilà, moi je suis tel, voilà, je veux épouser votre fille. Quelles sont les procédures à suivre, etc., etc. Et en fait, on s'est mariés. Le mariage a eu lieu. J'étais à 3 heures de lui. Et en fait, dans l'islam, on peut se marier à distance. Ma famille a fait le mariage. Tout était par téléphone à distance. Et en fait, quand on s'est rencontrés la prochaine fois, on était déjà mariés. Voilà.
Ensuite, on a essayé de chercher, alors, là où il vivait, le contrat de bail se finissait, mais on a dit, on veut, vu que quand il a pris le contrat de bail, il était seul. Ensuite, il s'est marié. Ils ont dit, non, l'appartement, c'est pour quelqu'un qui n'est pas marié. On a essayé de chercher dans cette grande ville, mais on n'arrivait pas à trouver, c'était trop difficile. Au bout de 3 mois, je lui ai dit, écoute, moi je vis là où je vis, en fait, c'est moins contraignant, il y a plus d'opportunités, on n'a qu'à chercher un logement ici, et du coup, il est venu. Moi, entre-temps, je suis sortie du camp. Je vivais dans un petit studio que je louais, en fait, qui appartenait à une grande société immobilière, mais le propriétaire était tellement gentil, c'était un millionnaire, hein, un multimillionnaire en dollars. Mais il était très gentil et souvent, quand on avait des problèmes, il nous aidait. Et un jour, je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez monsieur, mon studio, je veux le changer en un appartement plus grand parce que je me suis mariée entre-temps et voilà, mon mari va emménager ici dans cette ville avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un logement à nous proposer? Il m'a dit, il n'y a pas de souci madame, je vais vous mettre à disposition, allez visiter quelques appartements. Il m'a envoyé un de ces, comment ça s'appelle, les gars qui travaillaient pour lui, c'était d'ailleurs un Érythréen, un monsieur. Et du coup, j'ai visité d'abord. Ensuite, mon mari est arrivé. Je lui ai montré les photos et on a choisi voilà, un appartement qui était 3 pièces. Voilà. Non, un appartement, une chambre, salon, salle de bain, balcon, etc. Voilà. Du coup, on a pris, c'était plus facile. Mon mari, il s'est transféré là où j'étais pour finir ses études et on a vécu quelque temps comme ça. Mais l'immigration, c'était toujours absent. Ils étaient toujours, quand on les appelait, ils ne décrochaient pas. Soit ils disaient, on est en train de faire les choses, mais ce n'est pas encore, il y a beaucoup de monde, il faut patienter. Il s'est passé 2 ans. Ces 2 ans, un jour, en fait, je me suis mis en quelque sorte en colère. Je ne comprenais pas pourquoi ma vie devrait être en stand-by. Et j'ai dit, mon Dieu, je n'ai rien. Alors j'ai pleuré, j'ai dit j'ai pas d'enfant, je suis mariée mais je n'ai pas d'enfant, j'ai pas de papier parce que j'attends que d'autres décident de mon cas alors que c'est toi l'univers, c'est toi qui décide de tout, hein? Débloque-moi tout ça et à partir d'aujourd'hui j'arrête d'attendre, je n'attends plus. Alors mon mari me regarde en train de pleurer, parler avec Dieu. Et c'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure et qu'elle parle avec Dieu? Mais il n'a rien dit. Après quelque temps, il m'a posé la question, mais ce jour-là, il n'a rien dit. Ensuite, ce jour-là, j'ai décidé de ne plus attendre. Je dis à mon mari, voilà, on ne va pas attendre, on va vivre nos vies. Ça veut dire quoi? Je veux avoir des enfants, on va essayer d'avoir des enfants, peu importe que j'ai des papiers ou pas, et s'ils décident de ne pas me donner, je vais quitter ce pays, je prendrai mes enfants, et point barre, on ira déménager ailleurs, quitte à rentrer chez nous-mêmes. Il m'a dit, d'accord, on va faire ce que tu veux. Et c'est là où je suis tombée enceinte de ma fille aînée, Amira. Au jour d'aujourd'hui, elle va avoir 7 ans bientôt. Et en fait, voilà, j'ai arrêté du jour au lendemain de me stresser pour l'immigration, d'attendre leur coup de fil, regarder le courrier en stressant, en se demandant, mais qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? C'est quoi ce courrier? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Et en fait, j'ai vécu ma vie. J'avais grossi, le ventre a grossi, j'ai mangé de tout ce que je voulais, j'avais une vie paisible, je regardais mes séries, j'avais en fait une vie de femme au foyer, mais paisible. Quand on me demandait, alors, les papiers, l'immigration, tu as eu des nouvelles? Parce qu'il y avait quelques familles étrangères ici,
Je disais non, je m'en fous. Je m'en fous, je mène ma vie. Si j'ai une réponse positive, tant mieux. Si c'est négative, je ne veux pas en mourir. Dieu est là pour moi. Et en fait, at-tawakkul, c'est ça. C'est mettre sa vie entre les mains d'Allah et se mettre à l'écart. Parce que ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un interview, je suis allée, ils m'ont dit, bah alors, vous êtes enceinte? J'ai dit oui, voilà, je me suis mariée, votre mari, voilà, il est qui? Ils m'ont posé des questions, j'ai dit, bah il est avec moi, vous pouvez lui poser des questions. Ils m'ont dit, mais vu qu'il a ses papiers et tout ça, est-ce que vous voulez qu'on vous mette ensemble? J'ai dit non. En ce temps-là, il n'avait pas la nationalité suédoise, il avait juste la permanente, une carte de résidence permanente pour vivre sur le sol. Mais il n'était pas suédois. Et je ne voulais pas le mettre dans la merde ou risquer quelque chose dans sa procédure. Si je me mettais avec lui, je dis non. Je ne veux pas, je suis arrivée seule, j'ai fait ma procédure seule, je veux que les choses évoluent de cette façon. Chacun ses procédures, voilà. Ils ont dit d'accord. Ensuite, au moment où j'étais en train d'accoucher de ma fille, j'étais à l'hôpital, il y a... En fait, j'ai accouché. Non, d'abord, il y a l'avocate qui m'appelle, qui me dit, ils m'ont appelé, ils sont en train de prendre la décision. Je te rappelle, j'ai dit, maman, je suis à l'hôpital, rappelle-moi dès que tu as des nouvelles. Et elle m'a appelé alors que je venais juste d'accoucher. Elle m'a dit, je me rappellerai toujours, c'est une avocate géniale. Elle s'appelle Elsa. Elle est d'une extrêmement gentille, cette dame. Et elle m'appelle, elle me dit, comment ça va? Est-ce que tu as accouché? Je dis oui, d'une petite fille. Elle s'appelle Amira. Elle me dit, alors j'ai une nouvelle pour toi. Tu viens d'avoir l'autorisation de vivre sur le sol et félicitations. Et j'ai dit, mais waouh, d'accord. Je viens d'avoir l'autorisation de rester, de vivre en Suède. Je viens d'accoucher. C'était génial. Mais en tout cas, ça m'a montré pourquoi je vous raconte tout ça. Ça m'a montré en fait et ça m'a rassuré. Le fait de mettre sa vie entre les mains d'Allah, tabaraka ta'ala, entre les mains de Dieu, de l'univers, ça vous sauve. En fait, au lieu de stresser pendant un temps pas possible, j'ai arrêté. J'ai décidé, j'ai dit, c'est fini. Je n'attends plus rien. Si j'attends quelque chose, j'attends de Dieu. Je vais continuer ma vie. Ma vie est précieuse. Le temps que Dieu m'a accordé est précieux. Je viens de me marier. Je vais vivre ma vie, faire mes enfants et point à la ligne. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, ça ne va pas me tuer. Hein? Peu importe. Et Dieu m'a confirmé que quand on a le tawakkul et qu'on met toute sa vie dans la main de Dieu, tu obtiens. Tu obtiens ce que tu as, ce que tu mérites. Et ce que tu mérites quand tu es avec Allah, c'est que le bien. Et en fait, c'était la fête. J'avais ma fille. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Au bout de 3 mois, ma fille avait 3 mois, je commence à avoir... je suis tombée malade, quasiment. Je me sentais pas bien, je comprenais pas, je me disais, mais est-ce que c'est le fait que tu viens d'avoir un bébé il y a à peine 3 mois, etc. Je vais voir le médecin, et en fait, la doctoresse me dit, mais madame, est-ce que vous êtes enceinte? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non. Je suis pas enceinte, je viens d'avoir un bébé de 3 mois. Elle me dit, mais on sait jamais, fais des tests. J'ai fait des tests, et alors, imaginez, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais enceinte
d'un autre bébé, bébé surprise. Et en fait, Dieu m'a accordé un fils. Il m'a d'abord donné une fille. Ensuite, alhamdoulilah, il m'a accordé un fils. Et en fait, il est né juste après elle. Ce qui veut dire que c'est comme si en fait ils étaient des jumeaux. Le jour où j'étais en train de pleurer dans mon salon et que j'étais en train de demander à Dieu pourquoi il me fait subir tout ça, pourquoi ma vie est aussi catastrophique, etc. Et que j'étais en train de me plaindre, il m'écoutait. Et ensuite, quand j'ai pris la décision de vivre ma vie et de mettre toute la décision de ma vie entre ses mains, parce que je me rappelle, j'ai dit, décide pour moi. Décide pour moi, vu que tout ce que j'ai fait ne marche pas, décide pour moi. Et en fait, il a décidé qu'il m'ait donné une fille et tout de suite après un fils. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. J'étais aux anges et mon mari aussi. Et voilà. Si je vous raconte tout ça, c'est que dans la vie, ce n'est pas ce que vous croyez. La réalité, c'est que vous vivez, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est comme ces lunettes, au tout début où on a parlé. Si tu mets des lunettes sombres, tu vas voir que l'obscurité. Mais si tu mets des lunettes colorées, tu verras que tout est lumineux. Le jour où j'ai décidé d'attendre que l'immigration décide pour moi, si je dois dormir bien ou si je dois faire de cauchemars ou si je dois attendre à la boîte à lettres, accrocher à la boîte à lettres comme un sangsue, hein, ou si je devais vivre ma vie, quand j'ai décidé de laisser les choses se faire et que j'ai décidé que c'est Dieu qui décide et pas un être humain, il m'a donné la vie. Et 2 fois d'affilée, il m'a rendu la mienne. Et voilà. J'étais méconnaissable. Personne ne me reconnaissait. Entre les enfants, les accouchements, j'avais grossi, ma vie était... Et tout ça en peu de temps. En peu de temps. C'est pour ça que ne laissez pas la vie que vous avez aujourd'hui, si elle n'est pas celle que vous souhaitez, bousiller l'avenir et la meilleure vie que vous pouvez avoir. Changez des lunettes. Changez des lunettes. Mettez les lunettes colorées et croyez en Dieu. Conclusion, c'est quoi? L'essentiel, c'est quoi? Mon message dans cette vidéo, c'est croyez en Dieu. Mettez votre vie entre les mains de Dieu. Qu'il décide pour vous. Ce sera toujours meilleur que toutes les décisions que vous prendrez vous-même. Voilà. Alors, les amis, pour les nouveaux, abonnez-vous. Si cette histoire vous a plu, donnez-moi de la force. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi aussi dans le commentaire si vous avez vécu la même chose en Occident quand vous êtes arrivé, pour la diaspora qui vit en Occident. Sinon, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez de mon storytelling, de ma vraie vie. C'est mon histoire que je viens de partager avec vous. Ce que vous en pensez. J'espère que vous avez compris. C'est que la vie, ce n'est pas... en fait, c'est ce que vous décidez de voir. Sur ce, abonnez-vous, likez, commentez et emmenez-moi jusqu'au 100K. Emmenez-moi jusqu'au 100K. Mais pour l'instant, il faudrait qu'on arrive aux 1000 pour que je puisse débloquer mon comment dirais-je, pour faire le petit sou là. Je vous dis, bah écoutez, c'était un plaisir de vous raconter une partie de ma vie et j'espère qu'elle va vous aider. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.